de cibler en mettant un tas de conditions, en fait, on tue la bonne idée qu'il y avait à la base de la mesure. Et, bon, c'est vrai, cet élément de seuil est un élément important, mais lorsqu'on regarde la réalité de la création d'emplois, ça a été dit, où les emplois sont créés, dans ce pays comme dans d'autres, c'est plutôt dans les petites entreprises, dans les start-up, dans les entreprises croissance, à force croissance, qui par définition démarrent avec 1, 2, voire 3 employés et qu'il faut favoriser. Alors, Jean-François Royer, partenaire chez EY, et EY a très récemment publié la deuxième édition de son baromètre entrepreneurial 2013, qui est produit maintenant à l'occasion du G20 IS, c'est celui de Moscou au mois de juin. Peut-être partager avec nous pour commencer les principaux enseignements de ce baromètre. Oui, en fait, ce baromètre, c'est le rappelier, c'est le deuxième. Le premier était pour le G20 en France, à Nice. Il est réalisé par le réseau EY pour l'alliance qui organise le G20 des entrepreneurs. Et en fait, il a 5 axes. On traite une partie des sujets qui ont été évoqués au début de la table ronde. L'accès au financement, c'est un sujet majeur, l'éducation, la culture entrepreneuriale, la manière dont sont organisés les supports à la création d'entreprises, c'est un sujet très important, et la culture entrepreneuriale. Et en fait, la particularité, c'est qu'on croise à la fois complémentaires aux études qui sortent de l'OCDE des indicateurs comparables, donc des chiffres, et la perception des entrepreneurs. Ce qui nous permet d'avoir, et c'est important en économie, à la fois les chiffres et la perception qu'ont les entrepreneurs de ce qu'est leur écosystème entrepreneurial. Et puis, on collecte également, à travers le monde entier, toute une série de bonnes pratiques qui sont utilisées pour essayer de les diffuser et de les promulguer dans d'autres pays. Alors, les conclusions, elles sont simples. La première, ça a fait l'objet en fait, du titre du baromètre de cette année. Ce qui est clair, c'est que pour avoir un écosystème entrepreneurial performant, cela suppose de faire travailler ensemble, dans la même direction, les entrepreneurs, les gouvernements et les grandes entreprises. On n'a pas souvent les trois qui fonctionnent de la même façon. Alors, les chiffres, ils sont nombreux. Je vous encourage à aller voir sur notre site. Tout est disponible avec des éléments pays par pays. Donc, je vais donner quelques éclairages mondiaux et puis surtout des éclairages français avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles qui alimentent les discussions. Et ce baromètre, il est fait pour ça. Le premier, c'est quel est le pays où on entreprend le plus facilement, à la fois quand on regarde les indicateurs chiffrés et la perception des entrepreneurs. Sans surprise, c'est encore et toujours les États-Unis. Avec quand même un petit bémol, c'est quand on regarde les classements sur la complexité administrative et fiscale, c'est pas si simple non plus aux États-Unis, pour nous rassurer, il y a aussi un certain nombre de facteurs de progrès. Le deuxième élément important, c'est le chiffre. Ce qui est important, c'est de chiffrer où se créent les emplois au niveau mondial. Et là, je vais prendre le chiffre au niveau européen. C'est 67% des emplois sont créés par les entrepreneurs. Et là, on parle bien de la petite entreprise à la moyenne entreprise, donc du PME jusqu'aux ETI. Donc le sujet, ça ne fait que confirmer que s'occuper des entrepreneurs et du développement de ces entreprises est majeur pour la création d'emplois. Alors quand on prend le focus France, le premier élément, c'est que seulement 22% des entrepreneurs français considèrent que leur environnement, leur culture entrepreneuriale est favorable au développement de l'entreprise. Le comparable, c'est la moyenne des pays en fait, qui est à 57%. Donc, même si ça a progressé entre les deux paramètres, la perception reste encore très négative. On l'entend bien quand on voit les différents intervenants autour de la table. Le deuxième élément, c'est 75%, alors c'est un autre 75%, qui sont les entrepreneurs français qui considèrent que depuis 3 ans, l'accès au financement, donc au crédit, s'est détérioré. Et là aussi, c'est une perception. Avec le débat, on connaît l'avis des professionnels du secteur qui affirment que ça ne s'est pas dégradé, que le montant est équivalent. Mais ce n'est pas la perception des entrepreneurs français, sûrement renforcée par on va dire un environnement sur lequel ils se sont sentis un peu déconsidérés sur un certain nombre de mesures au cours des dernières années. Et globalement, la France n'occupe que le 16e rang
en termes d'accès au financement à l'échelle mondiale. Alors pour aller vite, je vais quand même donner quelques bonnes nouvelles. La première, ça a été également cité, quand on prend les bonnes pratiques qui sont mises en avant à l'échelle mondiale, il y en a 4 qui sont vraiment des bonnes pratiques recommandées partout et qui étaient pour la plupart d'entre elles déjà mises en avant il y a 2 ans. C'est OSEO de l'ONU BPI, le crédit d'impôt recherche, qui est une mesure comme c'était rappelé exceptionnelle et que beaucoup nous envient. C'est également la médiation du crédit qui a été mise en avant pendant la période difficile il y a 5 ans. Et puis les pôles de compétitivité, qui, même si voilà, on peut encore faire mieux, est quand même une mesure qui est très favorable. Voilà, pour aller vite en fait sur les chiffres, alimenter le débat sur les grandes conclusions du paramètre. 2 tiers donc, des emplois créés dans les entreprises TPE, PME, PTI. 2 tiers. Cette logique-là en France aussi, c'est de faire un focus sur la France ou... C'est la même chose pour la France, le chiffre est équivalent. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas exploré encore, Yves Le Terme, c'est la puissance publique à l'échelle des territoires. Est-ce que là, vous pensez que dans ce maillage PME territoire, on a, en France particulièrement, mais en général, vous avez une vision mondiale, est-ce que l'on a exploré toutes les pistes et tout le potentiel que recèle justement ce maillage? Alors là, je vais peut-être aller un peu à contre-courant de certaines choses qui ont déjà été dites et qui seront encore dites durant l'événement ici. Je crois qu'il faut faire très attention, plus spécifiquement en France, pour très attention à l'éparpillement des forces. Vous avez en France 36 000 communes pour 60 millions d'habitants. C'est énorme. Vous avez des départements, vous avez des régions, vous avez des communautés urbaines, vous avez toutes sortes d'intercommunalités, vous avez l'État, vous avez un tas d'instances. Il faut faire très attention, d'une part, avoir des initiatives au niveau intermédiaire, département, région, plus spécifiquement, ça peut aider à l'efficacité parce que ça donne la possibilité d'avoir une proximité donc, du travail sur mesure. Mais il faut faire très attention à ne pas multiplier les fonds, multiplier les initiatives. Et c'est quelqu'un qui a dirigé une région, j'ai dirigé la Flandre. On est amené à répondre à des demandes d'entrepreneurs qui disent oui, il serait utile d'avoir ça comme mesure, et puis on le prend au niveau régional. Donc oui, ça peut être utile, mais attention en France, vous êtes en train d'exagérer, on appelle ça chez nous le millefeuille, enfin ici en France aussi, le millefeuille administratif. Et il y a donc une multiplication d'instances, de mini-instances, de fonds d'investissement, de mesures. Et je crois qu'à certains moments, rationaliser, regrouper et je dirais chercher des synergies et amener tout cela à quelques instruments limités, mais qui alors ont une force de frappe beaucoup plus importante, qui sont plus accessibles, plus transparents et simples à approcher, je crois qu'il faut veiller à cela aussi. Selon vous, alors, le rôle de la puissance publique alors, dans l'accompagnement de cette phase-là de la création et du développement des entreprises? Encore une fois, il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Dans les choses qu'on ne doit pas faire, encore une fois, c'est exagérer les normes nouvelles, la taxation. Dans les choses qu'on peut faire, c'est en effet, mais alors de façon la plus simple possible, inciter le risque. Donc je voudrais dire encourager la prise de risques raisonnables. Et là encore, il est parfois plus efficace, plus simple d'utiliser le système d'impôt plutôt qu'avoir des dossiers dans des fonds où il faut introduire une demande qui est traitée par une administration, etc. Donc je crois faciliter la prise de risque, faciliter la prise de risque aussi dans les domaines où jusqu'à présent on n'a pas encore pris des mesures. Par exemple, on a parlé tout à l'heure que ce n'est pas dans la culture générale, ou trop peu en Europe, dans la culture générale encore d'entreprendre, de prendre des risques. Je crois que cela vaut y compris pour le droit à l'erreur. Nous avons en Europe, à contrario de ce qui se passe en Corée, au Japon, aux États-Unis, comme une sorte de tabou sur les gens qui n'ont pas réussi. La première fois qu'ils ont entrepris, qui ont, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la fraude ou avec des infractions à la loi, qui n'ont pas réussi, eh bien, donner une deuxième chance à cet entrepreneuriat. Dans les écoles, avoir des filières qui mènent beaucoup plus facilement à cet entrepreneuriat. Les gens qui arrivent sur le marché du travail, il y a le système d'apprentissage,
d'accompagnement, les amener à des filières d'artisanat, etc. Toutes ces choses partiellement d'ailleurs qui ont déjà existé, y compris dans ce pays, mais qui ont été délaissées. Donc l'autorité publique a des choses à faire, mais elle doit d'abord réfléchir à la valeur ajoutée de ce qu'elle fait, la manière de le faire, l'instrument à utiliser. Et je crois que certainement en France, il faut surtout aussi veiller à ne pas en faire trop dans certains domaines au niveau de la complexité de la législation, de la réglementation et au niveau des impôts. Non, pas d'applaudissements là-dessus. Chez Criteo, par exemple, en termes de choix de pays, de choix de développement, quels sont les critères que vous prenez Nous, on n'a pas le choix parce qu'on veut être globaux et mondiaux en français, donc on est mondiaux, c'est-à-dire qu'on ouvre des bureaux à Moscou, au Brésil, en Chine, à Taïwan, à Singapour, à Stockholm. Donc c'est pas un choix. Là, on se débrouille. Par exemple, au Brésil, les notions fiscales très compliquées, on s'y adapte. Il y a eu un autre point, moi j'en parle avec beaucoup de confort parce que je suis rentré dans la société, c'est mon 14e jour aujourd'hui. Donc je suis très fier d'une entreprise que je n'ai pas du tout contribué à faire, mais les fondateurs ont vraiment voulu maintenir, et vraiment contre vents et marées, et il y a eu du vent et de la marée, la R&D et le plus gros bureau en France. Voilà, c'est un choix. C'est un choix sur lequel, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, les raisons qui ont été dites, c'est pas facile, et je voudrais pas que cet arbre-là cache la forêt, parce que nous, notre problème à tous ici, c'est pas de dire « Ah, bah, Criteo y arrive, donc tout le monde peut y arriver », c'est de faire qu'au lieu d'avoir un Criteo tous les 10 ans, on en ait 10 par an. Et pour les 9 qu'on ne fait pas dans l'année, c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des difficultés. On peut revenir dessus, que ce soit sur le partage du risque et de la valeur créée entre les salariés, que ce soit sur la valorisation qu'ont les gens qui travaillent chez nous, du risque qu'ils prennent, du fait qu'ils participent à une entreprise qui est bonne pour le pays, qui est bonne pour tous, etc. Forcément, c'est ce qu'ils disent à la machine à café, hein, c'est ouais, c'est bien, on t'a vu, t'étais au Nasdaq, parce qu'on a invité les 10 premiers employés, pas que les chefs. Puis voilà, les gens, enfin, on est dans un bain culturel qui ne valorise pas suffisamment. Donc pour toutes ces questions, ça a été un choix contre vents et marées. Mais on en est très content, et on en ferait même, je pense. Stanislas, est-ce que le partage du risque, la capacité à associer un maximum de monde dans l'entreprise n'est pas là un facteur important de développement et de croissance si on se concentre maintenant sur autre chose que le contexte, la réglementation, la fiscalité, et se concentre sur la capacité de l'entreprise elle-même dans son environnement à se développer? Bien sûr. D'abord, il faut comprendre que l'entreprise de demain, c'est une entreprise qui va valoriser la motivation et les cerveaux de ses salariés. Donc il est évident qu'il y a une opposition entre les objectifs, entre les intérêts des actionnaires, des dirigeants et des salariés. Quand vous opposez ces catégories, alors l'entreprise ne peut pas se développer, elle ne peut pas réussir. On a pu l'imaginer, on peut l'imaginer encore dans certaines industries vieillottes. Dans l'entreprise de demain, ça ne peut être qu'une équipe qui va travailler sur des objectifs communs. Donc il est évident que les outils de partage de la richesse créée dans l'entreprise, avec l'ensemble des salariés, doivent être rénovés d'abord, qu'ils ont été beaucoup abîmés ces derniers mois, mais il faut les remettre à plat et il faut tenter des choses beaucoup plus ambitieuses, entre autres parce que nous devons demander des efforts en ce moment à nos salariés. En tous les cas, chez Croissance Plus, nous poussons l'idée que, mettant en place des outils de partage de la richesse créée, on va redemander à nos cadres de revenir à ce qu'ils ont en Belgique, par exemple, c'est-à-dire 5 semaines de congé. C'est qu'en France, les cadres français prennent en moyenne 8 semaines et demie de congé. En Norvège, c'est 6, en Suisse, c'est 4, dans le reste du monde, c'est 2-3, et en Europe, globalement, la norme est à 5. Bon, nous, on est à 8,5. Il est évident que, comme un élève qui travaille mal, on lui demande de plus travailler, de mieux travailler, certes, mais de plus travailler. Là, nous sommes mal notés et nous devons plus travailler. Donc, on travaille moins longtemps sur une vie et on travaille moins longtemps sur une année. Donc, évidemment, dans ces conditions, on ne peut pas être compétitif. Donc, les outils de partage de la richesse, c'est un moyen de demander des efforts, parce que c'est toujours un effort d'abandonner les congés, pour la plupart d'entre nous. Et ces efforts-là, il faut les mettre en face d'outils de création de richesse. Et à ce moment-là, vous recréez une dynamique et vous donnez à l'entreprise la capacité d'attirer des talents, de les garder,
de les incentiver sur la performance générale, et en plus de lui demander de faire des efforts particuliers, ce qui redonne de la compétitivité aux entreprises. Le terme. Oui, je voulais rajouter à l'argumentaire déployé, aussi pour éviter un peu que ce soit un débat entre les entreprises et les politiques, l'autorité publique qui ne fait pas bien les choses. Il y a une responsabilité aussi dans le chef de la société. Il est vrai qu'en France, il y a quand même une certaine attitude parfois défensive, et j'essaie de bien utiliser les mots, une certaine attitude défensive vis-à-vis de certaines réformes qui sont nécessaires. Je vous donne l'exemple, messieurs, du temps de travail et du nombre de semaines de congé. Bon, c'est un exemple. Le débat très actuel sur le rythme scolaire et les réformes de l'enseignement. Il est vrai, il ressort des études PIAC et PISA que ça a des retombées. On vient de sortir une étude PIAC qui en fait mesure les capacités des gens à fonctionner de façon intellectuelle des adultes. Et on a vu que la France, là, sur les 3 données, c'est-à-dire le calcul, la lecture, l'utilisation des langues, et puis la capacité de bien s'orienter professionnellement dans un environnement avec beaucoup d'ordinateurs, sur ces 3 tests, la France est parmi les 4-5 pays du dessous du tableau sur 25 à 28 pays étudiés. On va sortir la semaine prochaine, dans 2-3 semaines, l'étude PISA qui mesure ce que, sur un échantillon de centaines de milliers de jeunes de 15 ans, ça sort tous les 3 ans, ce que ces jeunes de 15 ans en moyenne sont capables de faire au niveau du calcul, des mathématiques et des langues. Bon, on verra quel est le résultat, mais je peux déjà vous dire que certaines économies asiatiques ont vraiment pris de l'avance et qu'il y a un travail énorme à faire. Et il n'y a pas de miracle en éducation. Si on a moins de jours, 20-30 jours de moins sur base annuelle d'enseignement, eh bien à la fin de l'exercice, il y a moins de formation et le résultat est moindre. On ne peut pas en tenir gré aux enfants en question. Donc, mais ces réformes-là, on voit que pour une raison ou autre, ça passe très difficilement dans la société, comme le collègue vient de dire. Il faut savoir que si on veut garder l'État-providence ici en Europe, si on veut garder tout ce qu'on a bâti comme richesse et l'aspect distributif de cette richesse, il faudra veiller à ce qu'on soit compétitif, y compris au niveau mondial, pour encore avoir les activités qui amènent la richesse dans ce pays. Une anecdote, une idée, j'étais il y a quelques jours à Palo Alto, on a un bureau, et j'avais un télétravail avec des gens de Criteo et puis des gens de 2 autres entreprises proches. Et à la pause, il y avait une cinquantaine d'ingénieurs plus ou moins jeunes qui me demandent mais c'est vrai qu'en France, vous travaillez 35 heures et vous avez 8 semaines de vacances. Et je lui dis 35 heures, c'est vrai, puis 8 semaines, c'est peut-être plutôt un peu plus. Et comme partout dans ces cas-là, les gens ont éclaté de rire. Et il faut qu'on se rende compte que nos équipes de toutes nos entreprises françaises se battent contre des Coréens, des Américains, des Israéliens ou autres qui travaillent dans ces métiers-là 70 heures, pas 42, etc. Ils travaillent entre 50 et 70. Pourquoi? Parce qu'ils ont des stock options au bout du compte et parce qu'ils veulent changer le monde. C'est pas que stock options ça suffit pas, hein, parce qu'ils ont donc ces 2 points qu'on évoquait tout à l'heure, culture et reconnaissance, et qui vont continuer. Et donc nous, c'est difficile, hein, on peut être malin, mais être 2 fois plus malin que les meilleurs des Coréens et des Syriens, c'est vraiment difficile. Donc j'ai aucune solution, mais avant d'avoir une solution, il faudrait qu'on en soit tous conscients. Et la deuxième proposition, un domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé personnellement, c'est il n'y a aucune raison aujourd'hui de ne pas reconnaître que le software code et reprogramme nos sociétés avec la même profondeur que l'imprimerie a codé nos sociétés à partir de 1455. Nous devons militer tous dans cette salle pour que le software soit la première langue à partir du CE1. C'est faisable. Le MIT et d'autres ont fait des outils fantastiques. Et si on ne veut pas être en retard par rapport aux pays qui sont en train de le faire, parce que Cameron l'a dit, par exemple, que ça a été le cas, il faut que nous prenions cette décision, pas seulement pour faire des petits informaticiens, mais pour que nos enfants comprennent la société dans laquelle ils vivent. Ça, c'est très simple, très direct. Voilà, il faut un peu de temps de formation, hein, mais le temps serait bien étudié. Parce que si vous ne parlez pas software aujourd'hui, c'est impossible de décoder la société dans laquelle vous êtes. Je voudrais ajouter deux points, en fait, puisqu'on est le titre pilier de la création d'emplois. C'est revenir quand même sur le financement. Parce qu'effectivement, nous, on constate, quand on compare
la culture et l'état d'esprit des entrepreneurs français par rapport aux autres, on a encore une différence culturelle avec la difficulté d'ouvrir le capital, d'aller en bourse, et qui ont été rappelés dans les introductions en bourse. On n'a pas eu beaucoup depuis longtemps, encore moins en Nasdaq. On ne sait plus le coup depuis combien de temps. 95, donc c'est Business Object, donc, effectivement. Donc ça c'est un vrai phénomène, et c'est mon deuxième remarque, c'est que je pense qu'on est encore trop tourné sur notre pays et pas suffisamment à l'international. Comparer, sortez. Et moi j'ai un chiffre qui m'a étonné, qui sort d'une étude, le dernier indicateur de la BPI sur les ETI. Seul un tiers des entreprises ETI, donc celles qui ont déjà une certaine taille, ont une ou plus filiales à l'étranger. C'est vraiment extrêmement faible, alors que c'est le fleuron de notre économie. On pense que c'est celles-ci qui demain deviendront des grandes entreprises. On a un vrai souci de comparaison et on va dire, de réalisme de l'état dans lequel sont nos concurrents partout dans le monde. Et je passe évidemment les différences en termes de marge, c'était rappelé par Stanislas, en termes de fiscalité. Et là j'ai un chiffre de plus, le pourcentage du PIB qui est ponctionné aux entreprises, c'est 10,9%, l'Allemagne 17%. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de réformes et de sujets de réalisme à avoir pour être capable de faire grandir nos PME et nos ETI. Je n'ai pas compris le chiffre, tu peux répéter le chiffre. 10,9% du PIB en fait est fourni par les entreprises. 17% en France, 10,9%. Voilà. Et la moyenne européenne est beaucoup plus faible. Ok. Alors, il nous reste quelques minutes. Si quelqu'un veut prendre la parole, continuer la conversation.